Deuxième heure du brunch de l'info, nous sommes évidemment toujours en direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. On va s'en parler avec nos équipes, vous le voyez, qui sont déployées sur le terrain, sur les Champs-Élysées, à Bercy, à Bourges, également dans le Cher. Et puis rue de Trévise, où l'on va retrouver Camilla Campuzano. Rien à voir avec les Gilets jaunes. Simplement, Camilla, il y a eu une explosion extrêmement impressionnante ce matin dans une boulangerie. Oui, effectivement, une explosion qui a eu lieu aux alentours de 9h. Le premier étage et le rez-de-chaussée ont été soufflés. Regardez, les pompiers sont toujours en pleine intervention. Le périmètre a été bouclé par la police. Alors pour l'instant, le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés et il s'agirait d'un accident. C'est de la piste accidentelle qui est privilégiée. Il s'agirait potentiellement d'une fuite de gaz. Je vous propose d'écouter l'un des témoins qui était dans le bâtiment. J'ai entendu une grosse explosion et après beaucoup de pression sur moi, beaucoup de fumée, des vitres. J'ai eu juste le temps de me baisser, de me couvrir, de me protéger. Et après j'ai paniqué, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Après, heureusement que je connais mon tel, j'essaie de préparer la sortie. Il y avait beaucoup de fumée, j'étais en panique, j'ai suffoqué, j'ai couvert ma tête, j'étais de repérer. Après, j'ai marqué la sortie, j'ai sorti. Témoin qui était donc dans un hôtel juste à côté. Il faut savoir donc que les pompiers sont au nombre de 200 pour intervenir et un hélicoptère est en train de survoler la zone pour surveiller l'évolution de la situation. Merci beaucoup Camilla donc, pour cette explosion rue de Trévise. A priori une vingtaine de blessés dont 2 seraient dans un état grave. Christopher Cuarez, le ministre de l'Intérieur, était sur place. Absolument, Christophe Castaner qui était sur place aux côtés du premier ministre Édouard Philippe, du préfet de police de Paris et puis de la maire de la capitale, Madame Hidalgo. On apprend que plus de 200 pompiers sont engagés dans ces opérations et le bilan, je prends les mots de Christophe Castaner, s'annonce lourd. Il adresse évidemment ses pensées aux blessés et aux proches. On va l'écouter, Christophe Castaner, au micro de Camilla Campuzano. Je ne rentrerai pas dans les détails du bilan humain. Il est lourd, il est grave. Sachez que près de 200 pompiers sont mobilisés, une centaine de policiers sont présents et que la situation, à l'heure qu'il est maîtrisée et que nous accompagnons les blessés, les victimes et que l'ensemble de nos services de soins sont mobilisés aussi. Voilà donc pour cette explosion dans une boulangerie à Paris aux alentours de 9h du matin. A priori, explosion due au gaz. Venons-en à ce 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Partons pour commencer du côté de Bercy avec vous, Hélène Bonnet et Charlotte Lefeuté. Les Gilets jaunes avaient rendez-vous il y a à peu près 1 heure et on est dans le mouvement, ça commence à bouger. Alors effectivement, les Gilets jaunes viennent de se mettre en marche. Le cortège devait partir à 11h et donc vous voyez, ils sont très ponctuels. Ils se sont mis en route, ils ont pris la direction de la rue de Charenton après s'être rassemblés devant le ministère de l'économie et des finances. Alors parmi ces Gilets jaunes, il y a quelques figures connues, notamment Éric Drouet, à qui nous avons pu poser quelques questions. Pour lui, il est important aujourd'hui de mettre l'accent sur les revendications des Gilets jaunes. Cette manifestation a été déclarée par certains d'entre eux, notamment pour, disent-ils, montrer au gouvernement leur bonne volonté, leur volonté de rester pacifique, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Ils partent, vous voyez, en chantant plusieurs chants à destination du président de la République. Ils ont plusieurs slogans, ils revendiquent notamment le RIC, plus de justice sociale. Et puis Bercy, c'est aussi le symbole de l'argent des Français, nous disent-ils, d'un budget qui n'est pas toujours bien géré. Voilà ce que reprochent ces Gilets jaunes au gouvernement. Et vous voyez, ils se sont mis en marche, ils doivent se rendre d'ici la fin de la journée à l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup Hélène Bonnet, on est avec vous tout au long de la journée évidemment. Alors sur ce plateau, toujours Olivier Mazerolle et Ava Djamchidi, Julien Bargeton qui est sénateur La République En Marche de Paris est toujours là également. Et puis j'accueille Jean-François Chantaro, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ODIS, c'est l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Vous êtes spécialiste des mécanismes sociaux plus exactement, donc on va en parler avec vous. Et puis Guillaume Fard, dont vous connaissez bien sur LCI, maître de conférence en économie de la sécurité à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité. On a appris, Guillaume Fard, tout à l'heure qu'il y avait 24 interpellations à Paris, 11 à Bourges. Le gouvernement avait prévenu que le dispositif serait conséquent. Effectivement, il avait annoncé, même dès lundi soir, puisque Édouard Philippe s'est exprimé aux 20h de TF1 lundi soir, et avait déjà annoncé non seulement le dispositif, il avait annoncé les 80 000 hommes et femmes, policiers, gendarmes mobilisés aujourd'hui, les 5 000 à Paris, et il avait effectivement fait part d'un souhait de grande fermeté vis-à-vis de celles et ceux qui commettraient des méfaits pendant ces manifestations, d'où le nombre d'interpellations. D'ailleurs, aujourd'hui à Paris, le dispositif
fait qu'on peut accueillir jusqu'à 1000 gardes à vue. Il y en avait eu 1082 le 8 décembre. Donc vous voyez qu'on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir accueillir un nombre de personnes gardées à vue dans des proportions analogues. C'est dire l'ampleur du dispositif mobilisé aujourd'hui. Jean-François Chantarot, quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur prévenir les Gilets jaunes en leur disant « ne venez pas manifester », si vous venez manifester, en gros, vous prenez vos responsabilités. Comment est-ce que vous avez reçu ça ? Deux choses, évidemment, qu'il faut appeler chacun à la responsabilité. La manifestation, oui. Les revendications, oui. La violence, non. Évidemment. Par ailleurs, attention à ne pas surenchérir dans un mécanisme qui engendrerait une spirale qui ferait que ce serait au plus violent, au moins par les propos, qui l'emporterait. Donc il faut chercher à apaiser. Vous faites allusion à quoi ? Construire du respect mutuel. Ouais. C'est surtout ça qui est essentiel. Montrer que l'on veut entendre chacun. Mais vous faites allusion à Laurent Nunez ce matin qui disait voilà, on interpelle, voilà, ou vous faites allusion au chef de l'État hier qui disait il y a des gens ici qui n'ont pas le goût de l'effort ? On fait allusion à tous les acteurs. Il faut, lorsqu'il y a un conflit, faire preuve de respect de l'autre. Il faut respecter les vécus, les expériences, les pratiques, les enjeux, les intérêts particuliers. Et en même temps, il faut être capable de projeter tout ce monde dans la recherche de l'intérêt général. Et donc, il ne s'agit pas de faire en sorte que seulement les dirigeants entendent les diriger. Il faut bâtir les conditions, réunir les conditions pour que chacun écoute chaque autre. Regardez cette image, c'est la cellule de suivi à Beauvau. Ava Jamshidi, je parle sous votre contrôle. On est avec Laurent Nunez et Christophe Castaner, la préfecture de police également. Tout à fait, ça se passe dans les sous-sols de la cellule interministérielle de crise de la place Beauvau, en présence de toutes les directions importantes donc, de ce ministère pour un point donc probablement sur la mobilisation de ce 9e samedi de rassemblement des Gilets jaunes après donc le déplacement que Christophe Castaner a effectué rue de Trévise donc suite à l'accident qu'il y a eu dans une boulangerie. Dans le 9e arrondissement. Guillaume Fard, c'est classique ça, sur des samedis de mobilisation. Ah oui, ça c'est tout à fait classique parce que en fait, ce que l'on centralise comme information, c'est bien sûr celles qui proviennent de la capitale, mais aussi de l'ensemble des villes de France via les préfectures des départements de France. On se souvient de ces images de vidéoconférence sur le premier samedi. Hein. Exactement. Il y en a en fait chaque semaine. Ce qui est important d'abord, c'est de quantifier le nombre de manifestants. Donc ces informations-là remontent, et puis de faire aussi un état très précis, heure par heure, des dispositifs de sécurité engagés dans chaque département, notamment ce qu'on appelle les unités de force mobile, c'est-à-dire les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmerie mobile. Il y en a quand même 123 sur les 169 que compte le pays qui sont mobilisés aujourd'hui. On va écouter le ministre de l'Intérieur. Une explosion manifestement d'origine accidentelle avec des poches de gaz qui ont explosé au moment de l'intervention de nos sapeurs-pompiers. Les conséquences seront lourdes et graves. Je ne rentrerai pas dans le détail, je me l'ai rappelé tout à l'heure, nous attendons une analyse complète, mais l'explosion est très spectaculaire et elle a eu lieu au moment où des gens étaient dans la rue, où nos pompiers étaient dans les immeubles et dans l'immeuble principalement concerné. Et donc le bilan sera lourd. Sachez évidemment, je le dis devant ceux qui portent tous les jours la puissance de nos forces de sécurité, de nos forces d'intervention de sécurité civile, que là encore on voit quand même qu'on a un modèle français d'intervention qui est exemplaire. On voit comment immédiatement 200 pompiers sont mobilisés, une centaine de policiers sont mobilisés sur place. Le procureur de Paris, le Premier ministre, la maire de Paris étaient présents. On a immédiatement, sous l'autorité de la mairie de Paris, ouvert un centre d'accueil. On a proposer des solutions d'accompagnement et on proposera des solutions de relogement pour les immeubles à proximité immédiatement. On a quand même un modèle qui fait honneur à notre pays. Je crois qu'on peut le dire à un moment où certains pensent que casser le modèle de service public que nous avons dans le monde, je ne parle pas du contexte que nous connaissons, serait une bonne chose. On voit comment cet engagement, nos impôts servent effectivement à ce modèle-là. Et donc je peux vous dire, encore un peu sous le choc de ce que j'ai vu tout à l'heure sur place, combien il est réconfortant quand on est dans cette place de ministre de l'Intérieur de voir comment vous savez faire, vous savez intervenir, parce que le risque existe toujours. Voilà, sans transition, je voudrais du coup que nous puissions faire un point donc, sur les manifestations qui se déroulent sur Paris et sur le reste de la France. Laurent Nunez était ce matin très tôt à Rouen.
où il a pu, après avoir été à Lille, à Bordeaux, pour anticiper la préparation du déroulement de cette journée. Il a pu le faire ce matin sur le terrain avec l'ensemble des élus et la préfète. Je voulais t'en remercier évidemment, mais il est important qu'on puisse faire ce tour d'horizon maintenant de l'ensemble de ce qui se passe sur Paris. Et donc je propose qu'on puisse débuter tout de suite peut-être par la préfecture de police, même si je sais que le préfet de police est toujours dans le 9e arrondissement au moment où je vous parle. Réunion donc, à cette cellule de crise interministérielle, comme nous le disait Ava Jamshidi. Manifestement, le ministre de l'Intérieur va se connecter, si j'ose dire, avec tous les préfets de région. C'est classique et logique d'avoir les caméras dans cette cellule de crise, on l'a déjà vu. C'est moins classique, mais on peut dire quand même que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rendu cet exercice un peu régulier. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises depuis la mobilisation des Gilets jaunes, avec une volonté clairement de mettre en scène un exécutif à pied d'œuvre, très réactif, très efficace. On l'a vu ce matin passer de la rue de Trévise au sous-sol de la salle de crise de la place Beauvau. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il a commencé sa prise de parole. Tout à fait, avec une volonté vraiment assumée de montrer l'efficacité des services de l'État. Il en a parlé à plusieurs reprises dans cette intervention avec cette phrase que l'on relevait sur « on voit à quoi servent nos impôts hein, », comme un message lancé en filigrane aux Gilets jaunes qui se rassemblent un peu partout en France. Mais il y a une volonté manifeste d'essayer de dissuader un certain nombre de gens d'aller sur les manifestations. Oui. Bon, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, y a rien de... attendez, si je vous comprends bien, ce dramatique accident... Non. Ah non, c'est pas ça que vous disiez, oui, j'ai eu peur. Je parle du fait qu'on montre ces réunions. Oui. Ce matin, Laurent Nunez était à Rouen pour montrer d'abord que les dispositifs de sécurité étaient installés sur l'ensemble de la France, que la province n'était pas délaissée au profit de Paris, que Paris n'était plus le seul endroit étroitement surveillé. Deuxièmement, il y a eu les phrases, effectivement, hier, vous les rappeliez, de Christophe Castaner qui parlait de complicité de ceux qui appellent à la manifestation pour le cas où il y aurait de la casse. Donc, on essaye d'expliquer aux gens, ne vous déplacez pas, parce que ça pourrait être dangereux, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Donc, voilà... là, parce que quand même, qu'aujourd'hui les caméras retournent place Beauvau alors qu'elles avaient été abandonnées dans le courant des semaines précédentes, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que si on repense aux 9 samedis précédents, c'est vrai que sur le premier et le deuxième samedi, on s'en souvient, il y avait eu d'ailleurs ces espèces de vidéoconférences. Oui, là, qui avait choqué d'ailleurs. Voilà. Et puis c'est vrai qu'après, les caméras n'étaient plus à Beauvau. Donc là, ça signifie quelque chose. Allez-y, Julien Bargeton. Je crois qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter les désordres. À un moment, il y a quand même la nécessité d'avoir l'ordre public. Et ce que tout simplement rappelle Laurent Nunez comme Christophe Castaner, c'est qu'on ne peut pas admettre qu'on continue avec des manifestations qui tournent dans la violence, avec des casseurs. Et tout cela est venu de la semaine dernière où ça a été particulièrement plus violent. C'est le retour d'expérience, si je veux dire, de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant que ce mouvement soit débouche sur le soutien à une formation politique existante, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, soit à la création d'une plateforme d'un parti politique, soit alors c'est des gens qui veulent continuer sans avoir de débouchés, et dans ce cas-là, que cherchent-ils ? Je crois quand même qu'à un moment, il faut tout simplement rappeler qu'il y a un droit de manifester dans ce pays qui est une liberté, mais qu'il y a des règles. Or, les règles n'ont pas toujours été respectées, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez la manifestation... Là, les manifestations sont déclarées. Oui, mais regardez, la manifestation des Gilets jaunes des femmes le dimanche, on en parle peu. Elle s'est bien déroulée, elle a été calme, etc. Mais vous constatez, comme moi, que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et donc je pense qu'à un moment, Paris, les Parisiens, comme le pays, ont besoin d'un retour à une forme de sérénité pour pouvoir débattre. Une question pour vous, Jean-François Chantaro, parce que tout à l'heure, on avait un gilet jaune en plateau, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoutez, il va y avoir le grand débat national, Emmanuel Macron va publier une lettre dans laquelle il va s'adresser aux Français. Qu'est-ce qui pourrait faire que le chef de l'État puisse avoir votre oreille ? Et il m'a dit, rien. Donc on va où ? Alors, effectivement, vous avez une partie des personnes qui sont en colère et qui manifestent leur colère, parfois violemment, heureusement pas si souvent que ça violemment, mais les violences, il faut les traiter. Et ces personnes-là sont des jusqu'au-boutistes pour certaines d'entre elles,
et sont des dégagistes 2.0, si vous voulez, et ne veulent pas attendre la prochaine élection pour dégager les sortants. Donc, néanmoins, nous sommes dans un processus institutionnel. Des personnes ont été élues, sont en charge et doivent prendre des décisions pour gérer le quotidien. Donc, il faut s'en tenir à ça. Par ailleurs, attention, il y a de la colère. Cette colère traduit une rupture du vivre ensemble dans la société, un émiettement. Nous ne sommes pas avec des communautés diverses, nous sommes avec des Gaulois contre des Gaulois. Eh oui. Et donc là, ça veut dire que l'envie de vivre ensemble n'est plus affirmée et il faut reconstruire ça. Regardez ces images du 12e arrondissement. Donc ce rendez-vous que nous disait Hélène Bonnet ce matin, rendez-vous était donné à Bercy. Vous êtes dans le 12e, pas très loin donc encore de Bercy, mais ça bouge, Hélène, hein. Oui, ça bouge. Vous voyez, il y a environ une dizaine de minutes, les manifestants sont partis de Bercy, où ils s'étaient rassemblés depuis ce matin pour prendre la direction de l'Arc de Triomphe, puisqu'ils ont prévu une marche toute la journée qui doit passer notamment par Bastille et le boulevard Haussmann. Donc vous voyez, ces manifestants se sont mis en route il y a quelques minutes. Ils sont plusieurs centaines. Ils ont fait un premier stop devant la gare de Paris-Bercy. Et puis voilà, ils continuent leur chemin. Vous voyez, ils passent en ce moment même au niveau de la rue de Charenton. Et puis, alors voilà, ils ont des chants, des slogans, notamment dirigés contre Emmanuel Macron, qui est clairement la cible de ces manifestants. Il y a également des revendications, le RIC, augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Voilà ce qu'on peut voir sur certains gilets jaunes, moins de taxes également. Et voyez, voilà, ces gilets jaunes qui ont décidé de marcher toute la journée et qui sont en train de passer à proximité de cette gare de Paris-Bercy. Merci Hélène Bonnet. Olivier Boulinck, vous êtes dans le Var, du côté de Canet-des-Maures avec Lucas Prévost. Manifestation également du côté du Var. Oui, tout à fait. Je suis avec une cinquantaine de gilets jaunes qui sont réunis en rond-point. Et vous le voyez sur ces images de Lucas Prévost. En fait, ils ont monté un arc de triomphe symbolique. Alors évidemment plus petit que celui de Paris, mais aux mêmes proportions. Un arc de triomphe symbole du mouvement. Et en fait, pour dire que justement, ce symbole peut être aussi repris de manière pacifique. En fait, vous le voyez, il ne bloque plus ce rond-point à la sortie de l'A57 dans le Var, mais ils manifestent, ils sont en train d'entonner une Marseillaise et ils mettent en évidence leur revendication principale, le référendum d'initiative citoyenne, pour alerter les différents automobilistes qui passent aussi. De nombreux automobilistes d'ailleurs, nous l'avons remarqué ce matin, qui portent des gilets jaunes dans leur voiture. Alors ces gilets jaunes du Var ont choisi de ne pas participer à la manifestation qui aura lieu à 13h à Toulon, tout simplement pour ne pas être associés aux casseurs et aux violences qui pourraient avoir lieu. Ils ont sans doute entendu l'appel donc du ministre de l'Intérieur, Julien Bargeton. Vous vouliez réagir à cette maquette de l'Arc de Triomphe que nous montrait Lucas Prévost à l'instant. Oui, je trouve cette récupération de l'Arc de Triomphe sur un rond-point plutôt de mauvais goût. Parce que l'Arc de Triomphe, en lien avec le mouvement, c'est quoi? C'est sa dévastation. Et tous les Français ont été choqués par cette statue en plâtre d'un centenaire qui a été brisée comme finalement un symbole de la République attaquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire de récupérer ce symbole sur un mode d'expression qui serait pacifique? Je n'ai pas de doute sur le pacifisme réel de ces gilets jaunes sincères, mais je pense que récupérer et choisir que l'Arc de Triomphe, alors que même que pour tout le monde, l'Arc de Triomphe, ça a été le symbole des violences de ce mouvement. Voilà, je trouve que vous voyez ces deux hommes sur le sommet de cette... Ouais, c'est plutôt problématique parce que ça veut dire, au fond, vous voyez, c'était aussi, on pense à ce moment violent. Donc je suis très très sceptique et même plutôt choqué par cette utilisation. Comme vous l'avez dit, c'est une logique pacifiée. Donc on peut pointer les maladresses toujours. Et là, peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas. Néanmoins, il faut dire qu'il y a là des personnes qui restent chez elles et qui manifestent et qui font savoir leur mécontentement. Et donc, on a le droit de manifester. Bien sûr. Et il faut entendre cette manifestation. Et il faut essayer de comprendre les raisons. Si on veut rentrer dans le débat, il faut chercher à entendre tout le monde. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, si on veut faire avancer dans le débat, il faut dépasser ces petites provocations, la phrase d'Emmanuel Macron d'hier. Voilà, il faut aller plus loin. Chacun sa maladresse. D'autres en ont fait guerre.
vous en parliez. Et on ne va pas passer notre temps à Sauf que tout cela est très éruptif. Soyons en droit de les souligner d'un côté comme de l'autre, quand même Si aussi. je peux me Et puis permettre. passons à une autre étape, je suis d'accord. Compte tenu de la fonction qu'il occupe, le président de la République a une responsabilité particulière dans ce domaine. Il faut quand même faire extrêmement attention. Il y a à l'heure actuelle effectivement une dissociation. On voit que l'opinion publique, qui était très majoritairement favorable au mouvement des Gilets jaunes, parce que finalement, par procuration, il exprimait un ras-le-bol général contre une démocratie qui fonctionnait plus vraiment bien. Bon, aujourd'hui, il y a une distanciation qui est prise. On voit qu'aujourd'hui, c'est presque du 50-50, hein, pour ou contre Gilets jaunes, 54% les derniers. Donc on n'est pas loin de voir l'opinion publique basculer de l'autre côté. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas, effectivement, vous en parliez, de la colère. Et il faut faire attention à certains signes très importants. Par exemple, l'enquête là, qui a été publiée par le CEVIPOF, c'est intéressant parce que c'est une enquête annuelle qui permet de voir un peu l'évolution du pays. On voit que ceux qui pensent que c'est par les manifestations qu'on peut obtenir des résultats et qu'on peut peser, leur nombre se rapproche dangereusement de ceux qui restent fidèles à l'élection comme étant le mode d'expression démocratique privilégié. Je vais faire le point sur les chiffres pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu cette enquête. Juste, je fais une petite précision. Donc, c'est une enquête du CEVIPOF Opinionway. Oui. La politique vous inspire à 37% de la méfiance, à 32% du dégoût, à 2% du respect et à 1% de l'enthousiasme. En qui avez-vous confiance? À 58% dans mon maire, 3 points de plus. À 31% dans mon député, moins 4 points. Premier ministre, 25%, moins 11. Président de la République, 23%, moins 13. Et 85%, c'est sans doute le chiffre le plus parlant, 85% des Français pensent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux. Oui, mais justement, donc, le président de la République, lui, il est en charge de l'organisation du débat qui doit permettre aux uns et aux autres de se comprendre, de se parler. Or, à l'heure actuelle, avec les jours qui passent, on voit au contraire le fossé se creuser. Hein. Il y a d'un côté ceux qui sont en colère, qui ne veulent plus rien entendre comme raisonnement sur la situation de l'économie ou quoi que ce soit, et les autres qui disent « mais maintenant on en a marre de ces manifestations qui vont nous amener à devoir payer encore davantage d'impôts que précédemment ». Voilà. Donc cette confrontation, elle est désastreuse pour le pays. Et si Emmanuel Macron ne trouve pas les moyens, par ses propos, par son comportement, de faire en sorte qu'il y ait le retour au dialogue, que les uns et les autres s'écoutent, on va vers la catastrophe. C'est ça, non seulement il y a un besoin de dialogue et de débat, c'est indispensable, il faut que le chef d'État montre son appétit à entendre, à participer à la réflexion collective et à faire en sorte qu'elle s'engage, qu'elle se déploie en entendant tout le monde, tous les acteurs, toutes les expériences, les pratiques, etc. Mais attention à la méthode. Comment ce système va-t-il se déployer? Pour l'instant, rien n'est clair, rien n'est défini d'après nos sources. On continue d'en parler dans une petite seconde. Je voudrais simplement qu'on aille faire un point du côté de la rue de Trévise avec cette explosion, vous savez, qui a eu lieu ce matin. Camilla Campuzano, vous êtes sur place. L'explosion a été impressionnante, c'était aux alentours de 9h. Oui, effectivement, une explosion qui a soufflé le premier étage et le rez-de-chaussée de l'immeuble que vous voyez ici au bout de cette rue. Les pompiers sont encore en pleine intervention, même si la situation est maintenant maîtrisée, explique le ministre de l'Intérieur. Le bilan s'annonce très lourd également, a-t-il ajouté. Je vous propose d'écouter un témoin de cette explosion, donc en début de matinée. J'ai entendu une grosse explosion et après beaucoup de pression sur moi, beaucoup de fumée, des vitres. J'ai eu juste le temps de me baisser, de me couvrir, de me protéger. Et après, j'ai paniqué, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Après, heureusement que je connais mon tel, j'essaie de repérer la sortie. Il y avait beaucoup de fumée, j'étais en panique, j'ai suffoqué, j'ai couvert ma tête, j'étais de repérer. Après, j'ai marqué la sortie, j'ai sorti. Et c'est donc la piste accidentelle qui est pour l'instant privilégiée. Il s'agirait potentiellement d'une fuite de gaz. Il y a maintenant près de 200 pompiers qui sont toujours en train d'intervenir. Le périmètre est bouclé et un hélicoptère a été dépêché pour le transport des blessés. Merci beaucoup, merci Camilla. Depuis la rue de Trévise à Paris, une vingtaine de blessés, 2 en urgence absolue, nous dit-on, dans le dernier bilan. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct évidemment.
Retour sur le plateau du brunch de l'info, nous sommes toujours en direct évidemment et les actualités se télescopent ce matin. Vous avez entendu, on vous parle depuis ce matin de cette explosion qui a eu lieu dans le 9e arrondissement de Paris, dans une boulangerie. Les images sont extrêmement impressionnantes. Explosion a priori due au gaz, un samedi matin à 9h dans une rue assez passante. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, la maire de Paris, le préfet de police se sont rendus sur place bien évidemment. Le bilan sera sans doute lourd. Christopher Cuarez, ce qui nous donne cette indication, c'est d'une part parce que le ministre de l'Intérieur l'a dit, mais aussi parce que la protection civile a déployé des hélicoptères. Absolument, 2 hélicoptères pour être précis. Ces images qui ont été tournées, eh bien, vous allez le voir, sur la place de l'Opéra, 2 hélicoptères posés en plein milieu des grands boulevards. Vous le voyez au milieu de touristes et de Parisiens qui filment les scènes pour vous dire à quel point tout cela est inédit. Alors on le rappelle, 200 pompiers sont engagés dans ces opérations, dans cette opération d'évacuer les blessés rue de Trévise dans le 9e arrondissement. Voilà, 2 hélicoptères posés sur la place de l'Opéra. Tout cela s'est passé rue de Trévise, donc pas très loin de là. Un point sur le bilan, une vingtaine de blessés, 2 blessés en urgence absolue, 7 blessés graves, 11 blessés légers et 2 pompiers également en urgence absolue. Un autre, nous dit-on, est porté manquant. Voilà ce que l'on sait pour le moment de cette explosion a priori due au gaz. Vous voyez que le dispositif est extrêmement impressionnant. Le quartier est bouclé, bien évidemment. On y reviendra si nous avons des infos supplémentaires. Tout cela se passe en plein cœur de Paris, à quelques centaines de mètres d'ailleurs de ce trajet prévu par les Gilets jaunes, puisque c'est le 9e samedi de mobilisation. Et on vous suit depuis ce matin, Hélène Bonnet avec Charlotte Lefeutet pour les images. Vous êtes partie de Bercy et direction, a priori, les Champs-Élysées, le centre de Paris. Oui, c'est l'objectif de ces Gilets jaunes qui ont organisé une marche depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy jusqu'à l'Arc de Triomphe. Alors l'objectif, c'est de passer notamment par la place de la Bastille et puis par le boulevard Haussmann et d'y faire une pause d'environ une demi-heure à chaque fois, puisque cette marche est quand même assez longue et qu'ils espèrent aussi engranger d'autres manifestants sur leur passage. Alors vous voyez ce cortège de Gilets jaunes qui est parti environ une bonne demi-heure de Bercy, qui se déplace en fanfare. Alors des manifestants chantent des chants à l'encontre d'Emmanuel Macron. Il y a aussi, on a pu discuter avec certains d'eux, beaucoup de revendications qu'on entend depuis le départ, notamment une meilleure retraite, plus de justice sociale, le RIC, le moins de taxes, enfin voilà, toutes ces revendications qu'ils portent depuis le début, ils les font apparaître sur leur gilet. Et voilà, vous voyez, tout se passe dans le calme pour l'instant. Ils ne croisent pas sur leur passage de force de l'ordre, puisque cette manifestation a été déclarée. Donc pour l'instant, les manifestants ne sont pas confrontés ni à la gendarmerie ni à la police et continuent leur chemin tranquillement jusqu'à cette première étape de la place de la Bastille. Hélène Bonnet depuis le 12e arrondissement de Paris. Merci Hélène. Guillaume Fard, un petit point simplement sur le dispositif policier. Matignon avait prévenu, ce sera plus que conséquent parce que la semaine dernière, ça s'était pas très bien passé. Effectivement, le Premier ministre Édouard Philippe l'avait annoncé lundi soir. Il s'était exprimé. Il avait déjà annoncé aux 20h de TF1 lundi 80 000 hommes et femmes policiers gendarmes mobilisés aujourd'hui. Pour retrouver un niveau de mobilisation au moins équivalent, il faut remonter au 8 décembre. Il y en avait 89 000. Et déjà, le 15 décembre, on était retombé à 69 000. Donc, vous voyez, vous êtes dans un dispositif qui est finalement à mi-chemin entre le 8 décembre et le 15 décembre. Pour ce qui est de Paris, 5 000 hommes, c'est beaucoup. On était monté quasiment jusqu'à 10 000 le 8 décembre. Mais 5 000, c'est aussi 5 fois plus que la semaine dernière, où il y avait 1 millier de policiers et gendarmes qui étaient mobilisés. Et je crois qu'il y a surtout un enjeu en termes de sécurité publique, de montrer qui tient la rue. On l'a vu tout à l'heure avec ces Gilets jaunes qui avaient fait de l'Arc de Triomphe un symbole. Un symbole parce que le 1er décembre, non seulement il l'avait tagué, on se souvient de l'inscription « Les Gilets jaunes triompheront », mais il l'avait conquis, puis perdu, puis reconquis. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est la capacité finalement à montrer qui maîtrise la voie publique, d'où ce dispositif extrêmement impressionnant qui est mobilisé aujourd'hui. Juste une petite question, puisqu'on parlait à l'instant de cet incendie rue de Trévise et de cette explosion. On a vu les images que nous montrait Christopher des hélicos
posé sur la place de l'Opéra. Et Christopher nous disait, c'était a priori le trajet prévu par les Gilets jaunes. Comment on gère ça à la préfecture de police ? Mais, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est quand même 8000 militaires. Ils sont rattachés à l'armée de terre, mais c'est le préfet de police de Paris qui est leur autorité. Et c'est la plus grosse brigade de l'armée de terre. Et ces 8000 hommes s'entraînent quotidiennement avec les policiers de la préfecture de police. Il y a eu ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement à même de travailler ensemble. Donc, ils ont cette culture du travail. On est dans une zone, là, dans le 9e arrondissement, qui n'était pas a priori concernée par les manifestations des Gilets jaunes aujourd'hui et qui n'était pas d'ailleurs dans le périmètre d'exclusion qu'avait décidé le préfet de police de Paris. Mais la place de l'Opéra était sur le trajet ? Effectivement, alors la place de l'Opéra faisait partie, comme la place de la Madeleine, comme la place de la Bourse, des places qui sont régulièrement l'objet de vigilance particulière de la part de la préfecture de police, parce qu'à Paris, on ne sait jamais, depuis le début du mouvement de ces Gilets jaunes, où est-ce que les manifestants vont se réunir. Les lieux de rassemblement sont décidés au dernier moment, souvent depuis les réseaux sociaux, depuis des applications mobiles cryptées, généralement WhatsApp, et donc ça oblige à beaucoup de mobilité, donc ça faisait partie des zones qui étaient préalertées. Là, pour le quartier de la rue de Trévise, les services de secours fonctionnent comme ils ont l'habitude de fonctionner. Donc il y a un périmètre de sécurité qui a été établi, il faut procéder à l'extinction des différents foyers, parce que l'explosion a naturellement engendré de nombreux foyers, dont certains sont encore actifs. Oui, tout n'est pas maîtrisé. Exactement, il faut évacuer les blessés, d'où d'ailleurs les tweets que la préfecture de police de Paris et également la brigade des sapeurs-pompiers de Paris publient là encore régulièrement pour demander d'éviter absolument le secteur. Ça, c'est la préfecture de police. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, elle, quant à elle, vient de tweeter pour dire de ne pas saturer inutilement la plateforme d'appel de la brigade. Si les appels sont non urgents, il vaut mieux les reporter un peu dans le temps, parce que à ce moment-là, la brigade reçoit beaucoup d'appels. Et peut-être un appel à la responsabilité des Gilets jaunes en disant on n'est pas dans cette zone-là, on a besoin de circuler, on va avoir besoin de faire circuler à qui vous mais c'est ça, c'est la question que je pose, c'est comment on gère ça via les réseaux sociaux. C'est une zone qui est effectivement à éviter de manière générale, qui que l'on soit manifestant, riverain, parisien. Pour le moment, c'est une zone d'exclusion. Saluons une fois de plus quand même la qualité des sapeurs-pompiers parisiens. Il l'a dit, Christophe Castaner, tout à l'heure, que c'était effectivement important. Regardez cette image. Nous sommes dans le 12e arrondissement. Les sapeurs-pompiers qui passent devant un EHPAD, manifestement, et qui sont applaudis par un certain nombre de salariés de cette EHPAD, qui filment. Pour l'instant, tout se passe relativement bien. C'est intéressant de savoir si les manifestants sont informés de ce qui s'est passé. Et ils de ont la présence d'hélicoptères de secours sur la place de l'Opéra. Ils ont des téléphones et des... Non, mais... oui, mais alors, de voir, puisque Éric Drouet, par exemple, était, paraît-il, sur la manifestation, c'est intéressant de savoir ce qu'il pense. Nos équipes vont leur poser la question. S'il a réagi, s'il a transmis les informations, ce sera un bon indicateur de son niveau de responsabilité. Sur donc 24 interpellations il y a une heure à peu près, 24 interpellations à Paris, 11 à Bourges, qui était l'un des endroits où les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous. On parle depuis tout à l'heure, Jean-François Chantarot, de ce gouvernement qui a durci le ton et en même temps de ce dialogue qui devrait s'ouvrir, ou en tout cas le gouvernement l'appelle de ses voeux avec ce grand débat et cette lettre qui sera publiée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'un dialogue est possible après une journée où on nous promet de très nombreuses arrestations, comme l'a dit ce matin Laurent Nunez ? Écoutez, le dialogue, il faut toujours le tenter. Néanmoins, il y a des processus, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des phases. Et pour l'instant, ce que nous savons ne montre pas que le processus qui est sur le point de s'engager va réunir les conditions du dialogue. Alors, on le souhaite, nous allons voir et on attend. Néanmoins, ça prend du temps. Il faut construire avec tout le monde, faire remonter les informations, faire remonter les propositions, agréger l'ensemble, réaliser une carte des faits, une carte des idées, que l'on redistribue à tout le monde, construire ensuite une carte des acteurs, faire en sorte que dans chaque salle, on s'assure qu'on distribue bien la parole à la diversité des acteurs, s'assurer des formats de compte rendu qui remontent pour être capable de les agréger au plus rapide, bâtir des groupes de travail, sujet par sujet, proposition par proposition, ensuite retourner voir les personnes avec les éléments des groupes de travail, être dans l'interaction. Ça n'est jamais terminé, le dialogue. On ne va pas dire « Ah, j'ai dialogué un jour, j'arrête ». Le président de la République va écrire le 14 janvier, il va s'adresser à tous les Français pour expliquer, pour proposer
ce débat. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, ce débat, ce grand débat national, permette d'écouter tous les Français, soit la caisse de résonance de la libre expression certains disent des Français. d'ailleurs, Et pas pardon, dans la majorité, certains disent et pas simplement d'une partie d'entre eux. Et notamment, là, je vous partage ce que vous dites, c'est-à-dire que les procédures sont extrêmement importantes pour s'assurer que le grand débat national ne soit pas finalement phagocyté par des personnes qui auraient des idées minoritaires qu'ils voudraient faire passer comme majoritaires, mais que ce soit bien tous les Français qui se sentent libres d'être consultés et de s'exprimer et d'y participer. Et ça, c'est effectivement très important, sachant qu'il y a deux choses. Il y a d'abord les débats dans les mairies, sur les lieux de travail, sur les marchés découverts, où on veut. Et puis, il y a aussi une plateforme où chacun peut contribuer. Il faut s'assurer que cela traduise la libre expression des Français. On va revenir, et notamment sur la lettre qu'Emmanuel Macron va écrire aux Français en début de semaine. D'abord, partons à Bourges. On parlait de Bourges tout à l'heure. Vous y êtes, Florian Lietzer, avec Frédéric Ranck pour les images. Comment ça se passe à Bourges? C'est là que l'un des rendez-vous principaux était donné pour cette journée. Effectivement, c'est très calme. Enfin, et encore calme, c'est pas le mot, puisqu'il y a beaucoup de musique, pas mal d'ambiance en fait. Vous voyez, il y a une sono qui joue plusieurs chansons. Ça dansait pas mal d'ailleurs tout à l'heure. Et vous voyez donc cette foule. Pour le nombre, alors la préfecture dit 700 personnes, les Gilets jaunes disent 1000 à peu près. Je vous laisse mettre en pause et faire le compte. Mais effectivement, on est dans ces eaux-là. Tout se passe bien. Donc d'ailleurs, la police n'est pas présente autour de la place. Ils sont plus loin en centre-ville. Ici, on est dans la partie autorisée de la manifestation. C'est le lieu de rassemblement. C'est là que se réunissent les Gilets jaunes. Tout à l'heure, il y aura des allocutions. Il prévoit de faire en fait des réponses aux vœux d'Emmanuel Macron. Et puis, vers 13h, 14h, ils se mettront en direction de la périphérie de la ville pour manifester, pour défiler. Manifestation qui a été prévue et autorisée, qui est fait en accord avec la préfecture. En périphérie de la ville, tous les accès, aussi bien routiers que ferroviaires, sont contrôlés par la police. Il y a des fouilles et suite à ces fouilles, il y a eu une 15 interpellations exactement, depuis ce matin, des personnes qui transportaient dans leur sac des objets qui auraient pu servir de projectiles et qui ont donc été interpellés. Mais sinon, vous voyez, tout se passe très bien ici en musique. Merci Florian Lietzer. Depuis Bourges, tout cela a l'air de se passer pour l'instant dans le calme et la bonne humeur, Olivier. Alors on peut observer quand même qu'il n'y a pas un monde fou. Disons qu'au printemps de Bourges, est-ce que c'est quantitatif qui est un festival musical, il y a plus de monde. C'est vrai. Voilà. Bon, il faut dire aussi que la météo n'est pas la même, on n'est pas au printemps, donc voilà. On va bien voir, mais espérons que ça va continuer comme ça. C'est très bien. Voilà, au moins il y a de la musique, c'est festif, et pas de problème. Après, il faut encore une fois, et en revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de casse, il faut que le gouvernement et Emmanuel Macron montrent qu'ils écoutent quand même, bien qu'il n'y ait pas de casse. Mais il y aura des choses qui sortiront du grand débat, moi j'en suis absolument convaincu. Regardez aussi, on parlait du sondage de Cevipof Opinionway. 90% des Français redisent leur attachement au principe démocratique. Ils disent que c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres. Mais dans ce même sondage, 60% des Français disent que notre démocratie fonctionne mal. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est comment on fait respirer davantage la démocratie, notamment en modifiant les institutions, en trouvant des voies nouvelles pour écouter, pour que les Français puissent s'exprimer, en modifiant aussi certains comportements, etc. L'idée d'un référendum, Julien Bargeton, certains dans la majorité disent oui, Emmanuel Macron, dans sa lettre, va annoncer un référendum. Nos confrères du Figaro qui dit ça, alors l'Élysée dément, je parle sous votre contrôle. C'est parce qu'a priori, voilà, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Vous en avez entendu parler, vous souscriveriez à ça Là, encore une fois, il ne faut pas fermer le débat avant qu'il ait lieu. On verra si ce qui reste de cette proposition du référendum, il y a des référendums abrogatoires, des référendums constitutionnels, des référendums de propositions révocatoires. Et puis il y a aussi d'autres sujets. Faut-il instaurer le vote obligatoire en France? Faut-il reconnaître le vote blanc et faire les calculs en prenant en compte des votes blancs? Faut-il utiliser davantage le numérique pour consulter les Français, comme le font des pays comme l'Estonie, par exemple, beaucoup plus petit, 1 600 000 habitants, mais qui ont une démocratie aussi où ils essayent de faire des choses avec le numérique. Donc moi, je ne veux pas fermer le débat avant qu'il ait lieu. C'est l'une des pistes possibles. Je note simplement que ces partis-là ne répondront pas au pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas un référendum qui crée du pouvoir d'achat. Ouais. Mais c'est ce qui peut faire respirer davantage la démocratie. Donc regardons tout, posons tout sur la table, et puis on verra les débouchés. Toutes les pistes sont ouvertes, Ava ? Pour l'Élysée ? Oui. Ouais. Toutes les pistes sont envisagées à ce stade, même si les modalités encore précises de ce grand débat ne sont pas encore tout à fait terminées. C'est le Premier ministre qui devrait l'annoncer lundi. Je vous coupe la parole, c'est le préfet de police qui s'exprime au sujet de l'incendie. Sapeurs-pompiers engagés, 36 casernes, une centaine d'engins.
Allez-y, Très bien. commandant. Merci, monsieur le préfet. Je suis le commandant Éric Moulin et porte-parole du général commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc en effet, vers 8h45 ce matin, nous avons été appelés pour une odeur de gaz, une fuite de gaz, 6 rue Trévise à Paris, 9e arrondissement. Quelques minutes plus tard, une explosion retentit. L'onde de choc est particulièrement violente et se propage sur les 4 rues, parce qu'on est dans un carrefour, et se propage sur les 4 rues du carrefour, sur une centaine de mètres environ. Le bilan est particulièrement lourd et dramatique. Il fait état de 12 personnes en urgence absolue, dont 3 sapeurs-pompiers de Paris. Et 24 personnes qui sont dans un état plutôt léger. Pour les personnes en urgence absolue, le pronostic vital est engagé sur les 2 sapeurs-pompiers de Paris et 3 personnes civiles. Un des sapeurs-pompiers qui a été touché a été enseveli de nombreuses minutes et a été extrait par ses camarades un peu plus tardivement. À notre arrivée, ensuite, suite à l'explosion, de nombreux secours ont été demandés, sont arrivés. Et bien sûr, les efforts se sont portés dans de nombreux domaines. La recherche de victimes, le barrage de gaz, bien sûr, les poches de gaz résiduelles qui formaient des torchères à plusieurs niveaux du bâtiment qui faisait 6 étages, qui fait 6 étages. Voilà. L'extinction donc de ces feux à ces différents niveaux. La sécurisation de tous les bâtiments, du quartier proprement dit, puisqu'il y a certains bâtiments dont on a demandé la présence de l'architecte de sécurité de la ville pour voir si tout va bien. Donc maintenant, à l'heure où je vous parle, l'effort se porte particulièrement sur les reconnaissances. Nous n'en avons pas terminé, puisque de nombreux éléments variés, de nombreuses fenêtres bien sûr, nombreuses chambres, etc., enfin, appartements sont touchés. Donc nous investissons tous les lieux pour voir s'il y a d'autres victimes. Donc les reconnaissances se poursuivent et seront de longue durée. Voilà ce que je peux vous dire au moment où je vous parle, monsieur le préfet. Voilà. En ma qualité de procureur de la République, quelques mots. Donc je me suis déplacé immédiatement sur les lieux dès que j'ai été prévenu donc, de cet incendie, de cette explosion particulièrement importante qui a détruit plusieurs bâtiments. Le bilan humain est lourd, ainsi que cela a été expliqué par le commandant. 12 urgences absolues, dont 3 parmi les personnels des sapeurs-pompiers, avec 2 pronostics vitaux engagés. J'ai saisi la direction régionale de la préfecture de police, la direction régionale de la police judiciaire, donc la police judiciaire, pour déterminer les circonstances et surtout l'origine de cette explosion. À ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle. Ce serait une fuite de gaz. Il faut rester prudent puisque les investigations sont justement destinées à déterminer l'origine précise de ce dramatique incendie, de cette explosion, puisqu'il y a d'abord eu une fuite de gaz, puis l'arrivée des pompiers, suivie d'une explosion ayant provoqué l'incendie. Donc restons prudents à ce stade, mais l'origine est manifestement accidentelle. J'ai également saisi l'association Paris Aide aux Victimes pour apporter à toutes les victimes nombreuses qui présentent soit dans la rue, soit bien sûr dans les immeubles, l'assistance nécessaire. Voilà à ce stade ce que nous pouvons dire. Le laboratoire central de la police, de la préfecture de police est ici. Donc des experts sont actuellement en train de procéder aux constatations nécessaires. Et donc toutes les investigations seront conduites dans les meilleurs délais pour établir clairement l'origine de ce dramatique accident. Voilà, je vous remercie de votre attention. T'entendais quand même, tu penses ?
Voilà, conférence de presse donc du porte-parole des pompiers de Paris, du procureur et du préfet de Paris sur ces images d'explosion a été d'une violence extrême. Je vous redonne le bilan. 12 personnes sont en urgence absolue, dont 3 sapeurs-pompiers. Parmi ces 3 sapeurs-pompiers, 2 pour lesquels le pronostic vital est engagé, 3 civils pour lesquels le pronostic vital est engagé, 24 blessés légers. Manifestement, Guillaume Fard, ça a été... a priori, une fuite de gaz, il faut être prudent. Ce que disait le procureur, attention, on est en train de chercher si c'est bien ça, mais enfin, a priori, une fuite de gaz qui a soufflé sur 100 mètres. Oui, c'est effectivement extrêmement grave. De toute façon, on le voit sur les images, hein, l'effet de souffle est assez dévastateur. Et c'est un très lourd bilan humain pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont l'année est une année noire, puisque le dernier mort au feu, qui est le sergent-chef Jonathan Lassus-David, est décédé le 10 janvier. Nous sommes le 12 janvier. Donc, vous voyez que l'année commence dans des conditions dramatiques pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Un mort au feu, 3 urgences absolues, dont 2 dont le pronostic vital est engagé. Donc la brigade de sapeurs-pompiers paye un lourd tribut en ce début d'année. C'est l'occasion de se souvenir qu'ils engagent leur vie pour nous sauver. Exactement. Moi, je suis très ému, bien sûr, comme élu parisien et comme tous les Parisiens, de voir que 3 pompiers, les 12 victimes, et de savoir que 3 pompiers sont grièvement blessés. Je pense que voilà, l'émotion est très vive, très forte, et c'est extrêmement choquant. Mais rappelons-nous qu'il y a des gens qui s'engagent, qui engagent leur vie tout simplement pour nous sauver, pour nous protéger. Ces pompiers ont été appelés sur place au moment de la fuite de gaz et ça a explosé lorsque les pompiers étaient sur place. On va écouter l'un des témoins de cette explosion. On a senti le gaz et les pompiers ont été appelés. Donc les pompiers étaient déjà là quand l'immeuble a explosé. Et voilà, moi j'étais dans l'escalier de service et tout m'est tombé dessus. Et mes enfants étaient dans l'appartement avec leur père. Mais voilà, tout le monde est vivant. On s'est réveillé avec sursaut, on sentait l'immeuble trembler, on a eu très 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 peur. On a vu des blessés, des personnes qui avaient très très peur. Des personnes qui voulaient sauter par la fenêtre, les habitants qui étaient à côté, on leur disait de ne pas sauter, qu'il fallait attendre, que les secours allaient arrêter, mais de bien rester à la fenêtre pour prendre l'air, car avec toute la fumée qu'il y avait, les gens avaient un peu de plus en plus du mal à respirer. L'air il devenait littéralement toxique pour tout le monde. Voilà, et précisons que donc tout le quartier évidemment est bouclé et sécurisé, Guillaume Fard. Les pompiers vont dans tous les appartements pour vérifier ce qui a été ou non fragilisé. De toute façon, il y a plusieurs actions qu'il faut mener simultanément. Éteindre les incendies qui ont été causés par l'explosion, évacuer les personnes valides, prendre en charge et évacuer les personnes blessées. Et donc évidemment qu'un périmètre de sécurité a été établi. La préfecture de police de Paris, il y a déjà maintenant plus d'1 heure, avait signalé qu'il fallait éviter ce quartier que l'on soit riverain ou que l'on soit manifestant ou que l'on soit en véhicule piéton. Enfin, le périmètre fait qu'il ne vaut mieux pas s'y rendre. En tout cas, c'est très fortement déconseillé. Et enfin, il faut que les pompiers, eux, puissent travailler sereinement. Et enfin, en dernier lieu, il y aura un temps qui est le temps de l'enquête judiciaire, puisque le procureur de la République de Paris s'est exprimé pour déterminer les causes de l'explosion. La piste privilégiée est accidentelle, accident de gaz, explosion de gaz, mais néanmoins, la procédure veut qu'on aille au bout des investigations. Encore une toute petite précision, comment ça se passe pour les blessés? Il y a un plan qui est mis en place, j'imagine, on mobilise les hôpitaux. Oui, alors ils vont être effectivement pris en compte et évacués dans les hôpitaux de Paris. De toute façon, on a vu d'ailleurs sur les images le SAMU de Paris qui était lui aussi engagé. Donc ils vont être. Après, vous avez un médecin régulateur qui va dispatcher. Exactement, qui indique cela en fonction de votre niveau d'urgence, en fonction des blessures qui sont constatées, le centre hospitalier où vous allez être pris en charge. La préfecture de police de Paris, de toute façon, reste l'autorité qui va centraliser. Je ne sais pas s'il y a un numéro d'urgence qui a été. Alors, pour l'instant, on n'en a pas, mais on vous le communiquera bien évidemment. Vraisemblablement, en tout cas, dès qu'il sera communiqué, c'est là où il faut aller se renseigner si on est victime ou famille de victime. Bien, évidemment, on continue d'en parler tout au long de la journée sur LCI. Le bilan est lourd, je vous le rappelle, 12 personnes en urgence absolue, dont 3 sapeurs-pompiers. Et puis ce 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. D'ailleurs, cette zone était, alors pas tout à fait sur le parcours, mais pas très loin du parcours prévu par les Gilets jaunes qui sont en ce moment dans le 12e arrondissement de Paris. Nous suivons également cette
actualité-là, à Paris et en province, bien évidemment. Vous savez que tout cela se déroule sous haute sécurité. Le dispositif policier est très important aujourd'hui en France. On continue d'en parler évidemment en direct sur LCI. C'est Sylvia Micone qui vous accompagne pour le moment. Je vous retrouve à 18h.